Ok, c'est bon. Bon, donc, je passe sur ma présentation. Donc, Clinique des Pages et cabinet libéral depuis une bonne quinzaine d'années. Alors, en fait, les sangs les plus fréquents qu'on va retrouver en consultation, il y a les sangs des différents VG, végétariens avec ou bien uniquement sans viande, mais c'est souvent aussi sans viande, sans poisson, voire sans œufs, les flexitariens qui éventuellement, occasionnellement, sont en mesure d'en manger, végétaliens qui écartent donc l'ensemble des produits animaux de leur alimentation, et les véganes qui non seulement écartent les produits animaux de leur alimentation, mais également de leur quotidien, donc y compris le cuir, les cosmétiques qui contiennent des produits animaux. Ça, c'est vraiment, je trouve, une place extrêmement importante dans nos consultations et en augmentation, avec des arguments, je dirais, philosophicaux, socio-écolos, parfois un peu irréfutables, mais qui évoquent rarement quand même la nature omnivore de l'homme, la qualité des protéines animales, donc viande, poisson, œuf, par rapport aux protéines végétales, etc. Les sans gluten qu'on va trouver, je trouve, un petit peu moins quand même parmi nos patientes malgré tout. Alors, une maladie cœliaque, la prévalence, elle est environ d'1%, mais il y en a à peu près 10% dans la population qui se disent intolérants au gluten. C'est très médiatisé et puis c'est surtout un marché énorme pour l'industrie agroalimentaire. Et puis, les sans lactose, entendre sans produits laitiers, donc qui écarte tout ce qui va être, surtout lait de vache d'ailleurs. Alactasie qui est quand même relativement rare, hypolactasie bien plus fréquente, mais les symptômes en fait vont varier en fonction du déficit en lactase, de la quantité de lactose ingérée, puis du type de produits laitiers, sachant qu'en fait ce qui pose le plus problème en général dans ces cas-là, c'est le lait et puis les fromages frais comme le fromage blanc ou les fromages à tartiner. En dehors des carences possibles, les exclusions inutiles vont surtout priver du partage et de la convivialité des repas. Et ça rejoint quand même beaucoup ce que rencontrent nos patientes déjà en difficulté par rapport à ça. Le problème, c'est effectivement tous les messages qui aujourd'hui sont lancés dans la population. Vouloir bien manger, on peut pas contester le fait d'avoir envie de bien se nourrir. Le problème, c'est que les messages se multiplient, se brouillent, sont mal perçus, il y a une grande confusion, voire de la peur. Et quand le désir de prendre soin de sa santé devient obsessionnel, on arrive vite à une société. Alors, les sociologues parlent beaucoup de société orthorexique quand même aujourd'hui. Là, j'ai fait un petit mind map vite fait pour vous résumer un petit peu ce que nous dit Camille Adamiec, qui est sociologue spécialiste de l'orthorexie. Donc, avec des tendances sociétales où il y a abondance, choix énorme au niveau du type d'aliments, et puis des messages qui se multiplient, avec une tendance quand même à l'individualisme, au besoin de la perfection. Donc tout ça va rejoindre quand même des traits qu'on retrouve chez nos patientes. L'aliment va catalyser toutes ces peurs, devient le bouc émissaire. Et puis pour les mangeurs, sachant qu'effectivement dans la société, elle nous explique qu'il y a quand même une fragilité psychologique aussi et que on va retrouver finalement ce qu'on retrouve aussi chez nos patientes, le manque de confiance en soi, l'estime de soi. Et du coup, pour ces mangeurs, la dichotomie, le on-off, je peux pas, est beaucoup plus simple à gérer, sachant que ça crée aussi une identité, ça permet de se démarquer et c'est souvent très identitaire, avec évidemment inconvénients dans le choix limité, dans les courses sont quand même plus difficiles à faire, mais ça peut donner du sens à sa vie. Et on retrouve en fait, là je vous ai extrait en fait deux remarques de mes patientes, Béatrice, qui nous dit en fait, je me rends compte que j'utilise tous les messages de prévention sans modération. Je me dis que c'est peut-être mieux pour la santé et en même temps, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je pense que c'est mieux. C'est peut-être plus simple pour moi de me dire pas du tout qu'un peu. Si je commence en faisant un peu, en général, ça devient trop, alors autant ne pas commencer. Donc ça, je trouve que ça résume assez bien ce que certaines peuvent nous rapporter. Et puis Léa, 23 ans, dans une anorexie restrictive. Au départ, même s'il y avait un petit souci d'éthique animale, enfin je crois, c'est aussi pour moi ce qui était le plus simple à supprimer de ce que je mangeais sans attirer trop les remarques déjà présentes, parce que j'avais supprimé beaucoup de choses. Là, je pouvais me cacher derrière « je suis végétarienne » pour manger moins plutôt que « je n'en veux pas », plus compliqué à faire accepter, ou « je suis anorexique qui fait malade ». Donc, c'est sûr que les régimes sans tous ces messages vont aggraver chez nos patientes les restrictions, la difficulté à en sortir, les symptômes, la rigidité, et puis avec des arguments qui sont pseudo-scientifiques, parfois un peu irréfutables. C'est pas toujours simple, et puis elles ne sont pas très accessibles, bien sûr, on le sait bien, aux rationnels et aux informations nutritionnelles pertinentes. Alors, des consultations diététiques avec les sondes, ça va être un petit peu aussi un peu fonction du patient.
Âge, durée d'évolution, contexte familial, est-ce que dans la famille il y a aussi du végétarisme, est-ce qu'il y a des interdits comme ça alimentaires, est-ce qu'il y a des troubles du comportement alimentaire aussi parfois présents chez la maman, ça arrive bien souvent. Et puis la prise en charge va être un petit peu différente en fonction du cadre de soins en institution ou en ville. Alors, posons déjà l'objectif un petit peu des consultations diététiques. L'idée, c'est de faire revenir la patiente à un poids physiquement acceptable et surtout psychologiquement acceptable par la patiente. Restructurer l'alimentation, le rythme, la composition des repas, le mode de préparation, matières grasses notamment. Augmenter le volume des prises alimentaires et donc l'apport calorique global. Diversifier l'alimentation en réintroduisant progressivement les aliments évités. Rééduquer le comportement alimentaire, donc les attitudes, les manières de table, le vécu des repas, commencer par les repas au quotidien, mais ensuite les repas au restaurant, les repas plus festifs. Et puis retrouver les sensations physiques, la faim certes, mais également le plaisir, la convivialité autour du repas. Donc le premier entretien, globalement, c'est toute l'anamnèse, l'évaluation des difficultés du patient, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles, et puis mise en place du programme alimentaire, la pose du cadre, et puis le rendez-vous de suivi qui permettra petit à petit l'évolution et la réadaptation progressive. Alors, en institution, donc premier rendez-vous, anamnèse, je mets en place donc la première ration alimentaire, et puis je pars d'une liste d'aversions initiale. Donc j'ai regroupé en fait par groupe d'aliments les principaux aliments, et avec la patiente, donc j'enlève de cette liste les aliments qu'elle se sent en mesure de manger. Reste donc sur la liste les aliments qui lui posent problème, et les rendez-vous de suivi permettront petit à petit de réintroduire l'ensemble des aliments écartés en fonction des menus. Par contre, d'emblée, j'oblige à réintroduire le pain, les matières grasses et au moins une protéine animale. La volaille, le poisson ou les œufs, là elle choisit, mais au moins une. Si on prend le cas d'Agathe, c'est une patiente, donc 15 ans, d'anorexie restrictive. Elle arrive à la clinique avec un IMC à 13. Elle a démarré les troubles à 13 ans et 8 mois. Elle se trouve de grosses cuisses. Elle avait un IMC à 21 à ce moment-là. Elle commence à supprimer les produits sucrés, le goûter. Sur l'été, elle supprime les féculents, tous les produits qu'elle juge trop gras, donc les matières grasses, fromage, etc. Elle ne veut plus manger ni viande ni poisson. Elle évoque bien entendu souffrance animale, le goût, c'est pas bon pour la santé de manger de la viande, etc. Elle dit qu'elle ne digère plus les produits laitiers, que ça lui donne des ballonnements, qu'il s'agisse de laitage comme des fromages. Résultat, elle ne mange plus que des fruits et des légumes. Depuis mars 2019, elle n'a plus aucun repas. Elle a une pomme par jour quand elle arrive. Elle est en aménorrhée depuis janvier 2018 et hyperactivité. Elle a un cercle d'amis, elle dit qu'elle s'amuse, qu'elle se trouve très bien comme ça. Elle ne comprend pas du tout pourquoi tout le monde s'affole. Le premier rendez-vous, donc alors on ne voit pas bien la ration alimentaire, mais c'est une toute petite ration alimentaire. Impossible de lui faire manger plus. Elle est à 855 calories. Et les réintroductions de départ que je lui impose, le pain, les matières grasses, les laitages nature, et puis elle est OK pour le poisson. Donc on démarre avec ça, sachant que c'est forcément bien entendu difficile déjà de lui faire accepter, mais entre guillemets en institution, elles n'ont pas le choix, entre guillemets. Et puis les rendez-vous de suivi, en fait, puisque je les vois une fois par semaine, le travail se fait en fonction des menus. On regarde bien entendu en fonction du poids, les augmentations de la ration alimentaire et puis la réintroduction progressive des différents aliments. Donc les aversions, il y en a énormément chez cette patiente et elles sont extrêmement difficiles à réintroduire. C'est toujours de la négociation vraiment à chaque consultation. On se rend compte que la rigidité commence à flancher un petit peu chez ces patientes à mesure qu'elles reprennent du poids. Mais chez Agathe, il a vraiment fallu attendre très, très, très longtemps pour avoir un tout petit soupçon de flexibilité. Donc, ça a été effectivement extrêmement compliqué. La réintroduction de la première viande, la volaille, c'est 1 mois après son arrivée. 15 jours après l'agneau, ce qui est quand même extrêmement rare. En général, c'est plutôt une viande qu'elles écartent. Le veau à 2 mois et demi. Le bœuf a été plus compliqué avec différentes étapes. Il a fallu différencier les émincés, les steaks hachés. Enfin, ça a été très, très compliqué. Les laitages, en revanche, sont tolérés sans problème au repas du midi et du soir, mais elle a toujours du mal avec celui du matin. Elle dit que ça lui donne des ballonnements.
Début novembre, en fait, à 5 mois, on arrive quand même à une ration alimentaire à 2200 calories. Elle a pris environ à peu près un petit peu plus de 2 kilos par mois. Elle commence seulement à s'assouplir un peu. Elle est restée 8 mois au total, donc on n'est pas complètement à la fin de l'hospitalisation. Jambon et fromage ont été testés. J'oblige quand même au moins à tester. Et puis si vraiment ça ne plaît pas, on peut le rebasculer en aversion, mais pas 2 ou 3 aversions sont tolérées, mais guère plus. Donc voilà un petit peu pour Agathe. Ça a été donc vraiment compliqué, mais avec l'institution, on arrive plus facilement, je trouve, qu'en ambulatoire. Quand on regarde sa liste d'aversions, en fait, petit à petit, sur la partie du bas, les réintroductions se sont faites. Dans la liste de droite, on est à 5 mois et on voit que ça s'est quand même extrêmement éclairci. Les fromages sont malheureusement restés. Charcuterie aussi, mais il n'y a pas de charcuterie dans les menus de la clinique, parce qu'on peut difficilement les faire réintroduire. Alors, en institution, en fait, les principales difficultés, ça va être la résistance de la patiente et puis les pseudo-intolérances qu'elles vont évoquer. Les aides que l'on a en institution. Alors, le rendez-vous de préadmission est important parce que le psychiatre qui fait la préadmission va aussi poser un petit peu le décor en disant que les végétariens, non. Il y aura obligatoirement réintroduction des protéines animales. La fréquence des rendez-vous diététiques, c'est 1 à 2 fois par semaine, donc ça permet vraiment un échange important, ça permet de donner des informations nutritionnelles malgré tout, même si elles sont peu perméables à ça. Et puis les repas thérapeutiques qui sont importants parce qu'elle voit que tout le monde, y compris les soignants, donc moi je fais un repas systématiquement le mardi avec elle, il y a des sorties au restaurant, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui leur permettent petit à petit quand même de se rendre compte que tout le monde en mange et que c'est quand même bien agréable de pouvoir partager un repas en commun. Le rendez-vous avec le médecin généraliste est également important, de façon à éventuellement même diagnostiquer s'il y a une véritable intolérance ou pas, et puis de donner les mêmes messages nutritionnels. En institution, la psychothérapie est extrêmement importante également, puisqu'il y a quand même le psychiatre tous les jours, la psychologue 2 fois par semaine. Tout le cadre de la prise en charge, en fait, et notamment le travail d'équipe, est important en institution et permet petit à petit de cadrer en fait la patiente et d'aider à la réadaptation également alimentaire, donc avec un même discours de la part de chacun des soignants. Ça pour la partie institutionnelle. En ville, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué. J'ai pris le cas notamment de Camille, qui souffre d'une anorexie restrictive pure avec un début des troubles au collège. Elle focalise sur ses cuisses, elle est à 49 kg, elle ne veut pas peser plus de 45, elle se restreint, elle descend à 40. Pas de crise de boulimie, pas de vomissement, pas de laxatif, pas d'hyperactivité, elle n'aime pas le sport. Elle a été hospitalisée à Sainte-Anne, mais elle sort avant la fin de son contrat. Elle ne supportait pas en fait d'avoir franchi la barre des 50. Mais elle avait quand même pu réintroduire là-bas l'ensemble des 3 repas, le goûter, un certain nombre d'aliments, dont la viande blanche, de nouveau, par contre, écartée à la sortie. Et quand elle vient me voir, sa journée alimentaire, il y a un retour énorme des restrictions. Son petit déjeuner, c'est une pomme. Elle arrive à mettre un petit peu de flocons d'avoine quand elle va à la fac, mais midi et soir, c'est légumes et une cuillère à soupe de féculents, qui, malgré tout, en plus, reste extrêmement difficile. Donc, les aliments écartés sont extrêmement nombreux. Il y a toutes les protéines animales, tous les produits laitiers, les matières grasses qu'elle a supprimées également, tous les produits sucrés, avec souvent, et ça c'est ce qu'on retrouve souvent, le fait maison par rapport aux produits industriels. Elle évoque bien entendu à la fois le goût, des problèmes de santé et bien entendu l'éthique, la souffrance animale, l'écologie, etc. pour ne surtout pas réintroduire tout ça. L'idée, c'est de... Alors, je pose le cadre avec les patientes, avec en gros la structure de l'assiette et puis les petits accessoires de fin de repas, le produit laitier, le fruit. La réintroduction, en revanche, de viande, poisson, œufs est complètement impossible avec cette patiente, elle est arc-boutée dessus. Donc, on va travailler sur un autre objectif. Et là, l'idée, c'est vraiment d'instaurer un lien de confiance et d'essayer petit à petit d'amener ça pour qu'elle puisse l'accepter à terme. Donc, on a surtout travaillé sur les féculents et puis surtout l'ajout des matières grasses. De séance en séance, en fait, on y va petit objectif par petit objectif. Enfin, ça dépend un petit peu des patientes. Parfois, on peut aller un petit peu plus vite, mais avec Camille, c'était très, très compliqué. Donc, on a augmenté progressivement les quantités. Elle a
accepté de réintroduire du tofu. Elle ne voulait aucun complément alimentaire. Hein, donc, au niveau des protéines, on était un peu limité. Donc, réintroduction du tofu, diversification des féculents, le riz, les pâtes et les lentilles. Par contre, c'était pas très facile de lui faire accepter au moins le mix céréales et légumineuses. Les céréales et légumineuses en complémentation lorsqu'il y a un régime végétarien permettent d'assurer l'apport en protéines. Réintroduction du produit laitier, notamment du fromage petit à petit. Et puis au printemps 2019, on essaye, ça faisait déjà un peu plus d'1 an qu'elle venait me voir, on essaye de réintroduire parce que le soir, il y avait le repas familial. Donc d'essayer de voir si dans le plat familial, elle acceptait de pouvoir prendre une petite bouchée de viande. Et puis après, on a pu passer à 1 fois par semaine, une part par semaine, et puis 2 à 3 fois par semaine. En parallèle de toutes ces consultations, il y a bien entendu des informations nutritionnelles que je leur donne, mais avec relativement peu d'impact. Ils ne sont quand même pas très sensibles à tout ce qui peut être rationnel. Donc le travail en fait que j'ai fait avec elle, ça a été par rapport à ses expériences de vie, à ses difficultés, quand elle est invitée, qu'elle n'a pas pu partager le repas, qu'elle a même refusé éventuellement l'invitation, toute sa désocialisation en fait petit à petit. Donc d'essayer de lui montrer que le fait de ne pas pouvoir manger certaines choses lui compliquaient lourdement la vie. Je lui ai fait tenir un tableau de bord pour qu'elle puisse visualiser, alors pas un carnet alimentaire, mais en fait un tableau de bord, je fais ça parfois avec certaines patientes, où elle peut marquer avec des petits émoticônes si elle a réussi à tenir l'objectif ou pas. Donc le petit déjeuner, ça va à peu près. Elle avait bien entendu plus que ce qu'elle avait quand elle est venue me voir. Donc il y avait des céréales, les produits laitiers, etc. Mais par contre, on voit que sur le soir, au début, en tout cas, là on est en mai 2018, hein, ça fait 3 mois qu'elle vient me voir. Donc le soir, la partie protéine n'est jamais possible. Le goûter n'est quasiment jamais pris, à part 1 ou 2 fois sur le mois. Donc ça, c'est en mai 2018. Et on avance en septembre 2019, donc quand même plus d'1 an après. On voit que ça s'améliore, mais ça reste en fait extrêmement compliqué sur le soir, et notamment pour la partie viande, poisson, œufs. La diversification a pu se faire quand même malgré tout sur l'ensemble des autres aliments. Par contre, la prise de poids est extrêmement difficile. Depuis février 2019, on l'amorce, mais vraiment tout doucement. Il y a un coup de frein quand elle arrive aux 45, elle reprend doucement. 2,7 kg en 18 mois. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et quant aux réintroductions de tous les aliments écartés, la viande, poisson, œuf, la demi-part le soir, c'est vraiment très occasionnel. Le tofu, elle y arrive, mais uniquement le midi, elle ne veut toujours pas en prendre le soir. Et quant au mix de céréales, légumes secs, c'est quasiment jamais, et on est face à une forte opposition. Il y a vraiment chez cette patiente en fait une résistance extrêmement importante, et y compris sur une vraie diète végétarienne en fait. Elle rechute d'ailleurs en 2019 avec une anxiété majeure, elle resupprime tout, et depuis fin 2019 en fait je ne l'ai pas revue. J'ai cru comprendre qu'elle avait été de nouveau réhospitalisée. Enfin, voilà. Donc on est vraiment dans un contexte très compliqué de résistance. Et on voit bien que même la vraie diète végétarienne a du mal à passer. Donc le tofu, c'est le midi, c'est pas le soir. Donc on est vraiment dans quelque chose qui se cristallise là-dessus, mais qui va au-delà de la simple souffrance animale. Mathilde, donc là c'est un petit peu différent. Mathilde, elle a été hospitalisée à la Villa des Pages. Elle a démarré des troubles du comportement alimentaire après un séjour en Angleterre où elle avait pris du poids et elle se met en restriction. Elle réduit d'abord le salé, puis elle supprime peu à peu l'ensemble des aliments. Son poids, elle arrive à un IMC à 13. Elle parvient à reprendre, elle aussi autour de 37. Elle fait de la GRS depuis l'âge de 5-6 ans, aînée d'une fratrie de 6 avec une grande rivalité par rapport à une sœur, la deuxième, la numéro 2 ou la numéro 3, je ne sais plus, qui est très bonne vivante et avec laquelle elle se compare beaucoup. Elle est hospitalisée donc à la Villa des Pages avec une dépression majeure, une grosse anxiété, elle se scarifie. Restrictions qualitatives, quantitatives, aversion des viandes, elle ne veut plus en manger. Légumineuses et riz, ça c'est plutôt ok, mais les pâtes blanches sont écartées. Elle écarte tous les produits sucrés, matières grasses, les plats en sauce, le fromage, bref. À sa sortie d'hospitalisation, elle est restée hospitalisée de mémoire 6-7 mois, mais quasiment tous les aliments avaient été réintroduits. Et on met en place le suivi ambulatoire
en octobre 2013. Par contre, très vite après sa sortie d'hospitalisation, elle resupprime la viande, d'abord le soir, et les habitudes familiales, c'est effectivement pas de viande le soir. Et ça, c'est le message qui est donné à la maison. Donc, on ne met pas de viande le soir, éventuellement un œuf, mais il n'y a jamais de viande. Elle a de plus en plus de mal à en manger le midi, elle recuisine à part, elle se met au tofu, elle supprime le lait, les laitages, et elle bascule sur le lait de soja, d'amande. L'évolution est très chaotique avec énormément de crises d'angoisse. Elle m'appelait plusieurs fois en larmes, avec retour des idées noires, dévalorisation, une peur de décevoir, enfin, vraiment des choses très très compliquées. Les objectifs alimentaires ne peuvent à ce moment-là être qu'à la hauteur de ces difficultés. Donc, elle a accepté de prendre un Fortimel, mais au goûter seulement. Elle refusait les compléments alimentaires aux autres repas. Ça a été très, très compliqué de pouvoir lui faire accepter la moindre viande. Elle était déjà de toute façon dans des angoisses majeures et c'était juste impossible. Donc l'idée, c'est de pouvoir essayer de la maintenir malgré tout à flot. Mais on y arrive quand même difficilement en ambulatoire. Le poids a rechuté, elle est à moins 8 kilos au bout de 5 mois et elle retrouve un IMC à 16. Elle est réhospitalisée de nouveau à la clinique. De nouveau, elle réintroduit l'ensemble des aliments sans grosse difficulté en hospitalisation. Et puis la deuxième phase du suivi ambulatoire ensuite, elle se maintient un petit peu plus longtemps que la première fois, mais elle écarte malgré tout de nouveau la viande, le lait de vache. Elle maintient quand même au début poisson et œufs. Sinon, le tofu, elle l'accepte, mais le mix céréales légumes secs, lui, est extrêmement difficile. Les produits laitiers, elle n'en prend plus, donc on bascule sur des boissons végétales enrichies en calcium et elle reprend donc un Fortimel au goûter. Elle est obsédée par son poids, elle veut absolument reperdre et puis malgré tout, peu à peu, elle finit par même descendre un petit peu plus bas que la première fois à 38 kilos. Donc une prise en charge extrêmement compliquée avec des angoisses extrêmement importantes de la part de Mathilde. Elle part faire une école de lettres et de journalisme à Lille, donc le suivi à distance se met en place. Et lorsqu'elle se retrouve à Lille, livrée quand même à elle-même, aggravation donc des troubles avec apparition des premières crises de boulimie, et ça la bouleverse, sans vomissement. Du coup, je m'appuie en fait un petit peu là-dessus pour lui expliquer que sans les féculents, ça va être extrêmement compliqué et que le suivi psy, il doit être vraiment très, très resserré là-bas. Alors, elle s'affiche pour le coup vraiment là, une fois qu'elle est là-bas, clairement végétarienne. Elle ne veut plus manger ni viande ni poisson. En avant, c'est la souffrance animale, c'est l'éthique, c'est l'écologie. Elle bascule sur des aliments bio. Elle accepte les œufs que dans une préparation. Mais elle est vraiment dans une grande détresse. Donc, face à la gravité de son trouble, à ses angoisses majeures, à ses grandes difficultés, je l'accompagne dans sa décision, en fait, mais avec le deal de, OK, alimentation végétarienne, mais avec des apports corrects. Donc, entre guillemets, la vraie alimentation végé, donc avec céréales et légumes secs à chaque repas. Et puis, on augmente les quantités et je veux que tu reprennes du poids. Donc, elle dit OK. Elle arrive à systématiser le tofu, le mix des céréales, légumes secs. Elle arrive à augmenter petit à petit les quantités. On reste sur des laits de soja, des yaourts de soja avec enrichissement calcium de toute façon. Diversification sur l'ensemble des autres groupes d'aliments. Elle accepte les matières grasses. Et ça, donc, sur plusieurs mois. Et petit à petit, en fait, elle arrive à s'autonomiser, à malgré tout augmenter l'ensemble des groupes d'aliments. Et aujourd'hui, elle va bien. Ça fait à peu près un an et demi qu'on a arrêté le suivi, mais j'ai de loin en loin de ses nouvelles. Elle a stoppé le suivi psy et les antidépresseurs. Elle n'a plus de crise d'angoisse ni de scarification, une vie sociale, les restos, végétarienne certes, mais une vie qui a retrouvé sa normalité avec retour des règles et une masse grasse à 19%. En fait, en ambulatoire, c'est quand même extrêmement fréquent aujourd'hui de retrouver ce type d'aversion. C'est de plus en plus difficile à prendre en charge, je trouve. Alors, s'acharner ou pas, c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, essayer de leur maintenir une vie normale, mais c'est peut-être pas forcément très intéressant de s'acharner à leur dire il faut absolument manger de la viande et du poisson. Ça peut être contre-productif. Je pense que ça peut aussi parfois
créer plus de résistance. Donc, c'est vrai que les principales difficultés en ambulatoire, ça va être la résistance de la patiente, peu sensible au rationnel, aux arguments nutritionnels malgré tout, et puis tout ce phénomène de mode auquel on est de plus en plus confronté, et tous les dictats actuels, et encore je suis gentille, je pense, quand je dis dictats. L'aide au changement, la confiance, le lien qu'on peut installer avec le temps, de façon aussi à pouvoir faire accepter des alternatives et à augmenter notamment sur le mix céréales, légumes secs, quand il y a vraiment éviction de la viande. Et puis, importance de la pluridisciplinarité qu'on retrouve aussi en ambulatoire avec les messages communs qu'on peut leur donner. Voilà, j'ai essayé de faire au plus vite. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas comment on fait, Julien. Alors, s'il y a des questions, le plus simple, c'est que les personnes les posent dans le chat. Okay. Qu'on leur ouvre leur micro.